Voilà. Ce que je voulais faire, c'était juste dire en quelques mots de Paris, puis après je vais laisser. Allez, d'accord. Monsieur le député Alémon Bressan, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, Contribuables Associés vous remercie tout d'abord de votre présence à ce 47e rendez-vous parlementaire. Je vous rappelle que tous les députés sont invités et l'objet c'est de débattre autour d'un sujet dont le but est d'aboutir à une initiative parlementaire. Pour mémoire, le premier rendez-vous parlementaire de Contribuables Associés fut organisé il y a plus de 12 ans, en octobre 2002. 47 rendez-vous, avec celui de ce soir donc, pour vous parler de sujets qui concernent les contribuables essentiellement. Comme vous le savez, nous approchons de la fin de la session parlementaire et Contribuables Associés publiera comme chaque année son Argus parlementaire dans lequel est donnée une note à chaque député. Et donc cette note est basée sur les co-signatures de PPL qui vous sont proposées et qui sont des PPL qui sont défendus par Contribuables Associés ou soutenus d'une part, mais aussi par la présence des députés ou de leurs représentants à ces fameux rendez-vous parlementaires. Nos 350 000 membres, car je le rappelle, Contribuables Associés a 350 000 membres à travers toute la France, attendent particulièrement cet Argus qui leur permet de voir un petit peu le travail qui est effectué par son élu. Cet Argus est aussi très largement relayé sur nos sites internet et nos réseaux sociaux pour le partager évidemment avec la France entière, qui sont aussi des électeurs et qui sont très attentifs au sujet de la dépense et des impôts, comme vous le savez. Mais revenons aujourd'hui au sujet qui nous préoccupe, le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source. Les dépenses publiques de la France atteignent 57% de son PIB, un niveau jamais atteint qui se traduit par un endettement colossal d'une part, 2200 milliards d'euros de dette, dont les seuls intérêts sont devenus le deuxième poste budgétaire de l'État, mais aussi par une pression fiscale sans précédent sur les ménages. D'ailleurs, votre collègue Chartier, qui parle de massacre fiscal, explique que les ménages ont connu depuis 2012 certaines baisses d'impôts, 11 milliards à peu près, mais surtout une augmentation totale de 92 milliards, soit une balance nette depuis 2012 de 80 milliards d'impôts supplémentaires par an. Impôts locaux, impôts nationaux, taxes en tout genre, notre système fiscal est devenu illisible. Illisible et instable en réalité. Je pourrais presque dire injuste, l'impôt étant devenu idéologique et politique. À titre d'exemple, je voudrais rappeler que l'ISF, que vous connaissez bien, monsieur le député, puisque vous avez déposé un texte de loi à ce sujet pour en demander la suppression, coûte plus qu'il ne rapporte aujourd'hui. Deux chiffres, il coûte 4 milliards en collecte et 5 milliards en recettes, et par contre les pertes liées directement à la consommation, entre autres, sont de 15 milliards d'euros par an. Donc on voit qu'aujourd'hui cet impôt est devenu idéologique, mais aussi par exemple le fait de choisir ou de faire sortir un certain nombre de contribuables de l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, moins d'un foyer fiscal sur deux est soumis à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire à peu près 48%, ce qui veut donc dire que seuls 48% des foyers payent pour l'ensemble des Français. La répartition se concentre donc sur une partie de plus en plus importante, de plus en plus réduite de la population, dont on peut comprendre que Bercy finisse par craindre une remise en question par les contribuables du consentement à l'impôt, mais aussi de son paiement. Je remercie donc le député Alain de Bressan, député de la 6e circonscription de l'Isère, de présider ce rendez-vous parlementaire. J'aimerais dire quelques mots sur vous, si vous m'y autorisez, en préalable. Outre votre profession de chef d'entreprise, vous avez été avant tout un homme de terrain. Vous avez été élu le plus jeune maire de France en 1971 et votre ancrage territorial est donc pour vous primordial. D'abord, maire de la commune de Soleymieux, puis de Crémieux en 1983, vous êtes en parallèle membre du Conseil général, dont vous deviendrez à 3 reprises vice-président. C'est logiquement que vous devenez député de la 6e circonscription de l'Isère en 1983. Contribuable associé, puisque je parlais tout à l'heure de l'Argus parlementaire, qui a tant d'importance aux yeux de nos membres, vous a mis en tête du classement des députés qui ont le plus œuvré pour améliorer les conditions des contribuables au cours de la législature 2007-2012. Voilà pour ce petit point. Je voudrais vous présenter maintenant nos intervenants de cette réunion
Le premier intervenant est Olivier Berthaud, qui est un expert fiscaliste connu et reconnu, et pour qui le Code des impôts n'a plus de secret, ou presque, parce que je crois qu'il y a encore quelques secrets dans le Code des impôts. Olivier est également chroniqueur dans de nombreux médias et auteur du livre « Au nom du fisc ». Olivier nous exposera les avantages et inconvénients du prélèvement de l'impôt sur le revenu, du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Notre second intervenant est Pierre Garello, à ma droite. Pierre baigne depuis son enfance dans l'univers économique et il a naturellement suivi une brillante scolarité en sciences économiques à l'université Paul Cézanne, ex-Marseille 3, dans laquelle il enseigne encore aujourd'hui. Titulaire d'une maîtrise de sciences économiques et d'une maîtrise d'économétrie, il poursuit sa carrière universitaire par un DEA de macroéconomie avant d'obtenir un doctorat à l'université de New York. Agrégé des universités depuis 1998, il est aujourd'hui directeur de l'Institute for Economic Studies Europe, qui est un organisme qui forme les jeunes aux idées libérales, et donc la relève de demain. Il est par ailleurs membre du conseil d'administration de l'IREF. Auteur de nombreux articles doctrinaux et ouvrages, il met ses expertises en économie du droit, théorie des jeux, de la décision et de l'entrepreneur au service de la pensée libérale. Pierre vous présentera une comparaison internationale du prélèvement de l'impôt à la source. Mais tout d'abord, je passe la parole à monsieur le député. Merci, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous souhaite à mon tour la bienvenue pour ce rendez-vous parlementaire du contribuable. Je remplace au pied levé mon collègue et ami Marc Le Fur, député des Côtes-d'Armor, vice-président de l'Assemblée et membre éminent de la Commission des Finances, qui devait présider cette réunion et qui est malheureusement retenu en Bretagne par un décès dans sa famille. Je suis heureux d'accueillir Eudes Beaufreton, délégué général de Contribuables Associés, avant de vous revoir prochainement, je l'espère, en Isère, cher monsieur, qui nous propose aujourd'hui de traiter du prélèvement de l'impôt à la source. Voilà un vieux serment de maire qui est aujourd'hui un vrai sujet d'actualité, si l'on en croit les intentions du gouvernement qui annonce la réforme pour la loi de finances pour 2017, et ce, afin qu'elle puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2018. S'il n'y avait pas d'élection entre-temps, on pourrait se dire que tout ça est dénué de tout calcul, de toute arrière-pensée. Mais est-ce bien le cas? Est-ce une vraie réforme de simplification? J'observe juste que chaque fois que l'on nous parle de simplification, on se retrouve avec des dispositifs toujours plus compliqués, toujours plus alambiqués, des usines à gaz qui, in fine, ne peuvent que lasser, décourager les citoyens contribuables que nous sommes et les pénaliser. Bref, que faut-il penser du prélèvement de l'impôt à la source? C'est ce que ces messieurs vont nous expliquer, nous dire. Par ailleurs, je voudrais féliciter Eudes Beaufreton pour la qualité des travaux de l'association Contribuables Associés qu'il dirige et lui dire que nous sommes un certain nombre de députés et un nombre certain à suivre de très près les réunions qu'il organise en province et qui connaissent un vrai succès. Bon, je suis, comme cela a été dit, un parlementaire qui a de l'expérience, donc je vais vous écouter, j'ai toujours besoin d'apprendre. Merci à tous et bonne conférence, bonne explication, messieurs. Merci. Olivier, à toi la parole. D'accord. Donc écoutez, on m'a demandé de vous parler des avantages et inconvénients du prélèvement à la source. Pour tout vous dire, j'ai eu beaucoup plus de facilité à trouver des inconvénients que des avantages. Et même en y trouvant des avantages, à la fin, je me suis rendu compte que c'était des avantages uniquement pour l'État ou pour le Trésor, mais pour le contribuable, en toute bonne foi, je n'ai vu aucun avantage au prélèvement à la source. Pourquoi ? Déjà, on va commencer donc par les avantages tels qu'ils nous sont présentés par le gouvernement ou par les tenants de ce prélèvement à la source. Premier avantage, il paraît que dans toute l'Europe, dans le monde entier, on fait comme eux, donc il faut faire comme les autres. Le problème, c'est qu'on nous parle toujours donc, de l'exception française, et on se demande pourquoi là, l'exception française ne jouerait pas, et surtout pourquoi ceux qui sont en général partisans du prélèvement à la source, parce qu'il faut faire comme les autres,
ne veulent pas entendre parler de la suppression de l'ISF, que l'on est par contre les seuls toujours à maintenir. Donc déjà c'est un premier avantage, on se rend compte que ça ne tient pas la route. Ensuite, deuxième avantage, c'est une garantie de recouvrement. Certes, effectivement, une fois qu'il est prélevé à la source, l'impôt rentre plus facilement que quand il doit être payé spontanément. Là, il n'y a plus il n'y a plus de volonté de la part du contribuable, on le prélève avant même qu'il ait touché son argent. Certes, donc, quelque part, c'est un avantage, mais là encore, c'est un simple avantage pour l'État, pour la trésorerie de Bercy, mais absolument pas pour le contribuable. Alors, l'avantage, c'est que ça va rassurer Bruxelles, qui s'inquiète beaucoup de notre déficit. Il est clair qu'une fois que l'impôt est prélevé à la source, au moins, on est sûr qu'il rentre. C'est pour ça qu'on a encore une note relativement correcte et qu'on peut emprunter à des taux très bas. C'est parce qu'on sait que notre impôt rentre beaucoup plus facilement qu'en Grèce, par exemple. Et on se dit qu'avec le prélèvement, il rentrera encore plus facilement. Parce que l'autre avantage, c'est que si un jour les contribuables se mettaient vraiment à ne plus voir payer leur impôt, s'il y avait une fronde fiscale en quelque sorte qui se développait, c'est beaucoup plus simple de lutter contre elle par le prélèvement, forcément, que par un impôt payé volontairement par voie classique. Donc là, donc on voit encore que c'est avant tout pour l'État. Ensuite, on nous parle de gains en termes de frais de recouvrement. Ça coûterait moins cher. Évidemment, ça coûterait moins cher, donc ce serait avant tout un profil encore pour l'État. Et quand on rentre dans le détail, on se rend compte que de toute manière, il y aura toujours des frais. Il y aura moins de personnel affecté au recouvrement, certes, mais comme de toute manière, ce sont des fonctionnaires, il faudra bien les affecter à d'autres tâches. Donc avant que ça permette de faire une réduction de personnel, il faudra attendre qu'il y en ait beaucoup qui partent à la retraite, donc je pense que ce n'est pas vraiment un argument. En plus, on verra s'ils ne sont plus au recouvrement, ils seront à quoi? Les fonctionnaires seront au contrôle, et je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait en faveur des contribuables eux non plus. On parle de moins de frais administratifs, oui, mais c'est moins de frais administratifs, ça sera pour l'administration qui aura moins de frais. Mais par contre, le recouvrement, le prélèvement, il faudra bien qu'il soit fait par quelqu'un, donc en général par les entreprises ou par les caisses de retraite. Donc on ne fait que déplacer le problème, les frais seront les mêmes, il y aura toujours des frais de recouvrement. Après, on parle d'un gain en termes de trésorerie. Mais oui, il y aura un gain en termes de trésorerie, mais là aussi, un gain en termes de trésorerie pour l'État. L'argent va rentrer plus vite, il va rentrer plus tôt, il va rentrer mieux, l'État va lisser ses rentrées d'argent, mais c'est qu'un grand principe. Hein. S'il y en a un qui gagne de l'argent, c'est qu'il y en a un qui en perd. Donc s'il y en a un qui gagne en trésorerie, c'est qu'il y en a un autre qui en perd. Et celui qui va perdre, ça va être le contribuable qui devra payer son impôt plus tôt. Donc là, on voit avantage uniquement pour l'État. Ensuite, on parle d'une aide au contribuable dans la gestion de sa trésorerie. Là, c'est plus subtil. En gros, on prend le contribuable pour un imbécile, il n'est pas capable de gérer lui-même son argent, donc on va le gérer à sa place. Donc comme ça, dès qu'il travaille, on lui prend son impôt immédiatement, il n'a plus besoin de provisionner l'année suivante. Vous savez, c'était le grand argument, c'est de dire, attention, vous gagnez beaucoup d'argent cette année, l'année suivante, vous serez peut-être au chômage, vous à la retraite, et vous n'aurez pas assez provisionné, donc on le fait à votre place. Mais on a quand même l'impression que par ce moyen-là, finalement, on sanctionne le contribuable prudent, celui qui sait que l'année prochaine, il faudra qu'il paye ses impôts, au profit du contribuable impécunieux qui ne fait pas attention. Bon, on n'a pas l'impression quand même que ça soit encore un grand avantage pour le contribuable sérieux qui sait qu'il doit payer des impôts. Et en plus, d'une manière générale, ça revient à payer en avance sur, donc, vous savez, les parts qui existent. Le problème, c'est que le prélèvement à la source est avant tout individuel. C'est un revenu touché par une personne qu'on va soumettre au prélèvement. Ça n'a plus rien à voir avec le quotient familial. Rapidement, on va vous expliquer, bah, écoutez, vous savez quand même, non, le prélèvement, c'est pas compatible avec le quotient familial. On va supprimer le quotient familial, on va trouver un autre système à la place, et on va supprimer la familialisation de l'impôt, on va supprimer la notion du foyer fiscal. La preuve en est, c'est que normalement, on paye l'impôt par foyer fiscal. Donc finalement, quelque part, hommes et femmes, enfin, ou les deux conjoints, pour se mettre au goût du jour, payent l'impôt au même taux. Mais non, il sera possible que les deux conjoints, éventuellement, demandent à payer l'impôt sur leur propre salaire à un taux différent. C'est bien déjà une première approche de la fin du quotient familial. Ensuite, on a quand même un système fiscal, et même d'ailleurs un système économique basé sur les niches fiscales. Qu'on soit d'accord ou contre, ça complique la vie de tout le monde, il y a au moins 500 niches fiscales, mais il y a beaucoup de PME, il y a toutes les œuvres sociales, les œuvres humanitaires qui sont basées sur les réductions d'impôts.
Les réductions d'impôts, donc elles fonctionnent parce qu'au moment de payer votre impôt, vous dites je le paye à l'État ou est-ce que finalement je le transforme en don. Donc une fois que l'on aura pris l'impôt à la source, le contribuable il se dira ça y est, j'ai payé mon impôt, bon maintenant je passe à autre chose. Ça sera beaucoup plus difficile pour tous les secteurs de l'économie, que ce soit les PME, que ce soit les œuvres humanitaires ou autres, le cinéma, la culture, etc., qui vivent entre autres des niches fiscales, qu'on soit pour ou contre, de continuer à bénéficier de ces réductions d'impôts parce qu'il n'y aura plus la même incitation à donner ou investir pour profiter des réductions d'impôts qui existent actuellement. On le voit bien actuellement avec l'ISF. L'ISF, vous avez le gros ISF au moment de faire votre chèque, vous faites le chèque au trésor ou le chèque à la fondation que vous voulez, il est clair que c'est une incitation très forte. Parce que là, vous choisissez vraiment. Le jour où il y a le prélèvement, on a payé quoi. Ensuite, pour les entreprises, il faut y penser aussi. Pour les entreprises, il va falloir qu'elles gèrent la confidentialité des revenus de leurs salariés, qui vont savoir pourquoi lui, il a un taux d'impôt de temps, lui un taux d'impôt de temps. On a le même poste, ça veut dire que soit il gagne plus, soit son conjoint gagne plus d'argent, soit il m'a dit qu'il était pauvre alors qu'en fait il a des revenus fonciers, etc. Ça va pas être simple à gérer en termes de confidentialité. Après, tout simplement, au début, dès qu'on va mettre en place le prélèvement à la source, le revenu des salariés, d'un seul coup, il va baisser. Celui qui aura un taux d'imposition ne serait-ce que de 10%, au lieu d'avoir 2 000 € tous les mois, il aura 1 800 €. Et il va falloir que l'employeur explique à son salarié je suis désolé, ce mois-ci, je te verse que 1 800 € et pas 2 000, j'y suis pour rien, mais c'est parce que c'est le prélèvement à la source. Je pense que ça, il va avoir du mal à l'expliquer. Ensuite, pour l'État, pour l'entreprise, ça va avoir un coût. Est-ce qu'on va indemniser l'entreprise pour les frais de prélèvement? C'est pas prévu jusqu'à présent parce que toutes les cotisations qu'ils prélèvent déjà actuellement, il n'y a pas d'indemnisation. Pourtant, ça demande des développements informatiques coûteux. Or que par exemple, quand on regarde les impôts locaux sont prélevés par l'État et reversés aux collectivités locales et l'État prend son obol dessus. Il y a des frais de recouvrement de 1 à 9% selon la taxe. Donc on ne voit pas pourquoi l'État prélèverait quand c'est lui qui prélève l'impôt et pourquoi l'entreprise n'aurait pas aussi un dédommagement quand elle prélève l'impôt. Après on dit oui mais au moins ça fera faire des économies à l'État. Ce qu'il faut bien voir que si l'entreprise a des frais là-dessus, elle aura moins de résultats. Si ça fera des charges déductibles en plus. Des charges déductibles en plus, ça fait de l'impôt sur les sociétés en moins ou de l'impôt sur les bénéfices en moins. Donc quelque part, pour l'État, qui aura l'impression de gagner d'un côté, il va de perdre de l'autre. Ensuite, autre difficulté, c'est que pendant ce temps-là, l'entreprise va récolter cet argent et devra le reverser après. Alors pour les entreprises en difficulté, les entreprises qui vont tomber en faillite entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Qui sera le premier créancier? Ce sera le salarié? Ce sera l'État? Le Trésor qui va réclamer son argent? On le voit déjà avec la TVA, où il y a quand même énormément de contentieux de TVA, parce que l'entreprise a récolté la TVA et a oublié de la reverser parce qu'elle avait un problème de trésorerie. Là, il va falloir aussi gérer ces problèmes de trésorerie des entreprises qui auront du mal à reverser immédiatement cet argent au Trésor. Et enfin, dernier point, la transition. Voilà, qui est quand même la grande question. Comment est-ce qu'on va gérer cette fameuse année blanche de 2017 ? J'ai vu les idées là, qui sont parues dans la presse hier pour éviter les effets d'aubaine en 2017. J'ai quand même du mal à y croire. Je me dis quand même que celui qui va partir en retraite en 2018, il aura beaucoup de chance parce que sa dernière année de grosse imposition, elle va être exonérée. Par contre, après, en retraite, en général, il gagnera moins. Celui, par contre, qui va rentrer sur le marché du travail à ce moment-là, c'est le grand perdant parce que lui, dès le début, il va payer de l'impôt au lieu de le payer avec un an de décalage. Donc, quelque part, il va payer une année de plus d'impôt, en quelque sorte. Ils ont trouvé un système, paraît-il, pour essayer de combler cette différence. Pour l'instant, ça s'apparente quand même plus à de l'usine à gaz qu'autre chose. En plus, parce que faire le système de crédit d'impôt en fonction de l'impôt payé avant et après par rapport... sincèrement, je pense que ça va donner vraiment là du grain à moudre à tous les fiscalistes de France et de Navarre qui vont trouver des solutions pour que l'année 2017 soit l'année de toutes les opportunités. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ça, je peux vous le dire. Ils sont déjà tous en train de se préparer sur comment je vais faire pour optimiser mon année 2017.
aussi autre difficulté, cette fameuse économie de niche dont je parlais. 2017, si on vous dit 2017, année blanche, année 2017, vous ne payez pas d'impôts. Alors vous paierez d'impôts encore sur les revenus fonciers et les produits financiers, mais pas sur les salaires. Toute cette économie des associations, des œuvres, des PME, des SOFICA, de l'agriculture qui vivent des réductions d'impôts, si les gens ne payent pas d'impôts, ils vont pas donner pour avoir la réduction d'impôts. Je pense que il y a tout un point de l'économie qui a du souci à se faire sur 2017. Sans compter après ensuite la chute de la consommation qui va arriver en début 2018, quand tous les salariés vont avoir une chute de leur revenu net de 10, 15 ou 20%, clairement ça va se reporter sur la consommation. Pour l'État, ça va se reporter sur une baisse de la TVA, par exemple, qui rentrera moins parce qu'il y aura moins de consommation. Donc tout ça sont des mesures transitoires qui n'ont pas été vues, et je pense que ça va quand même être assez compliqué. Et en fait, dernier point, qu'on le veuille ou non, on m'explique que l'État est éternel et que donc de toute manière, ce n'est pas grave le fait qu'en 2017, il va récolter l'impôt sur le revenu de 2016, en 2018, il va récolter l'impôt sur le revenu 2018, donc il n'y aura pas de solution de continuité, il n'y aura pas d'interruption. Enfin, ça veut quand même dire qu'on s'assied sur 60 milliards d'euros de recettes. En gros, sur l'impôt sur le revenu 2017. Même si selon le principe que l'État est éternel et que donc dans la durée il n'y aura pas de perte, il y a quelque chose qui me chiffonne. Je me dis d'une manière ou d'une autre, 60 milliards d'euros de recettes en moins. Et est-ce que ça va relancer la consommation pour autant? Je ne suis pas certain, parce que finalement, au contraire, les contribuables vont avoir de l'impôt en plus immédiatement, donc ça va stopper leur consommation. Et en même temps, il y aura 60 milliards d'euros de recettes en moins dans les caisses de l'État. Donc j'ai quand même l'impression que en faisant comparatif avantages-inconvénients, je pense que les inconvénients sont largement vainqueurs. Merci. Merci Olivier pour ce brillant exposé. Je voudrais maintenant passer la parole à Pierre Garello. Alors, merci Ed. D'une certaine façon, c'est pas bien grave, parce que c'est un sujet où il y a beaucoup de remarques de bon sens, et donc ce que j'ai à dire recoupe très largement ce qui a été dit précédemment. Juste donc, peut-être pour approfondir certains points, puisque je crois que le panorama qu'a dressé Olivier était déjà assez complet. Curieusement, cette idée d'impôt à la source, effectivement, existe dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Et aux États-Unis, encore plus curieusement, c'est un grand libéral qui a mis au point cet instrument, puisqu'il s'agit de Milton Friedman, quelqu'un qui est apprécié de tous les libéraux comme moi. Et peut-être pour débuter, je voudrais citer Milton Friedman dans un entretien qu'il a donné à un magazine qui s'appelle le magazine Reason dans les années 90. Parce que, bon, à la limite, lui avait le prix Nobel d'économie, donc son opinion est au moins... Et en plus, il a instauré ce prélèvement à la source, donc son opinion vaut sans doute bien la mienne. Donc voilà le récit que fait Milton Friedman. Il expliquait « Je travaillais au département du Trésor, nous étions dans une situation de guerre. C'est en 1943. Comment levez-vous l'énorme quantité d'impôts nécessaires pour la guerre ? Nous étions tous en faveur de la réduction de l'inflation. Je n'étais pas alors aussi expert sur la façon d'atteindre ce but que je ne le serai maintenant, mais il n'y avait aucun doute à l'époque que l'une des façons d'éviter l'inflation était de financer la plus grande fraction possible des dépenses courantes avec l'argent des impôts. Durant la Première Guerre mondiale, une très petite fraction de la dépense totale liée à l'effort de guerre avait été financée par l'impôt, ce qui avait conduit à un doublement des prix pendant la guerre, la première donc, et après la guerre. Lorsque se déclenche la Seconde Guerre mondiale, le Trésor était décidé à ne pas faire la même erreur. Que ce soit en temps de paix ou de guerre, il est impossible d'atteindre ce but, c'est-à-dire lever des sommes importantes d'argent, sans passer par un prélèvement à la source. Et c'est pourquoi les personnels du département de recherche du Trésor, où je travaillais, étudiaient différentes méthodes de retenue à la source. Je faisais partie du petit groupe technique qui a travaillé à son développement. L'un des principaux adversaires de l'idée, c'est assez intéressant, est l'IRS. L'IRS, c'est le département du Trésor public américain. Parce que chaque organisation sait bien que la seule façon de faire quelque chose est précisément la façon qu'elle a toujours employée.
C'était quelque chose de nouveau et ils n'ont cessé de nous dire que c'était irréalisable. Ce fut une tâche très intéressante, un vrai défi intellectuel, et notre discussion prouve que c'est effectivement un défi intellectuel. J'ai indiscutablement joué un rôle important dans la mise en place de la retenue à la source. Je pense que c'est une grave erreur en temps de paix, mais en 41-43, nous étions tous concentrés sur la guerre. Je n'ai pas à m'excuser, c'est la chute qui est importante pour ce que j'ai fait, mais j'aurais tant aimé que cela n'eût pas été nécessaire et je souhaite vraiment que l'on trouve une façon d'abolir la retenue à la source maintenant. Donc ça c'est Milton Friedman, après donc à peu près un demi-siècle de prélèvement à la source aux États-Unis. Donc globalement, qu'est-ce qu'on apprend de cette citation? D'abord que, mais ça a été souligné, hein, le prélèvement à la source, c'est bien pour le gouvernement qui cherche à ramasser plein d'argent en peu de temps. En même temps, c'est dangereux et Friedman est un défenseur des libertés, donc il a constaté que c'était un danger pour les libertés dans son pays. Alors, il y a des cas qui ont déjà été évoqués, hein, la CSG, peut-être je vais juste rajouter quelques chiffres dessus. La CSG, en 2012, 90 milliards d'euros, 20% des recettes du régime général de la sécurité sociale, c'est-à-dire bien plus que l'impôt sur le revenu des personnes. Et pourtant, la plupart des salariés ne sentent pas passer la CSG. Comme ça a été dit, son taux est passé de 1,1% en 1994 à 2,4% 2 années plus tard, plus 3,4% en 1997, 7,5% en 1998, 8,2% en 2005. Donc on a finalement mis au point le plus gros impôt sans que cela ne soulève trop de discussions. Une augmentation d'un point de la CSG représente 11 milliards d'euros. Donc c'est énorme, c'est efficace et c'est indolore. Alors, on l'a dit, il en va de même de tous les prélèvements à la source. Je ne sais pas si vous avez vu le sondage qui a été conduit par INSEN pour nos collègues de Liberté sociale, mais il confirme ce qui a été dit ici, ce que tout le monde sait. Dans ce sondage, ils ont essayé de savoir quelle perception avaient les Français justement de ces prélèvements à la source. Et ils ont donc posé plusieurs questions. Savez-vous quel est le coût annuel de la protection sociale en France? Donc, question posée aux Français en milliards d'euros. Bon, question un peu difficile, certes. 78% disent « je ne sais pas ». Donc ça, au moins, c'est clair. Et dans ceux qui se prononcent, en général, ils disent en moyenne 50 milliards d'euros, bon, alors que ce coût est de l'ordre de 715 milliards d'euros, donc 15 fois supérieur. Donc, à peu près un peu plus des 3/4 qui n'ont aucune idée de ce que ça coûte, et ceux qui se risquent à donner un chiffre sont à peu près 15 fois en dessous de la vérité. Bon, il y a d'autres chiffres dans ce sondage. Si le chiffre des dépenses globales, on peut dire, bon, c'est vrai qu'on se noie un peu dans ces dizaines de centaines de milliards d'euros, mais qu'est-ce que vous payez pour, et là encore, 67% des Français, à la question quelle est la part du revenu que vous consacrez à votre retraite, par exemple, 67% des Français disent « je ne sais pas ». Ils ne savent pas quelle part de leur revenu est consacrée à la retraite. Et là encore, ceux qui se lancent dans un chiffre, en général, sont très en dessous de la vérité. C'est un chiffre de l'ordre de, par exemple, 17%, c'est le plus gros chiffre. Je pense que c'est moins de 10% qui est consacré à la retraite. Voilà. Donc le prélèvement à la source, c'est très mauvais en termes de perception du contribuable, du montant de ses contributions. Alors il y a d'autres exemples, puisqu'on m'a demandé de me centrer un peu sur l'international. Il y a un exemple qui est souvent cité, c'est l'État de Californie qui, à un moment, pour financer un grand prêt, avait décidé de monter de 10% le taux de prélèvement à la source en 2009. Et personne n'avait discuté de cette hausse de prélèvement jusque pratiquement une semaine avant la mise en place, enfin la mise en œuvre, l'application de ce prélèvement à la source. Même les journalistes étaient passés au travers. Enfin, ce sont des choses qui sont vraiment tout à fait indolentes. Alors, l'un des arguments qui est avancé en faveur du prélèvement à la source, et là je reviens un peu sur le cas français, même si ce sont le même type d'arguments qu'on trouve parfois à l'étranger, c'est qu'il faut en quelque sorte protéger les citoyens, les aider à gérer. Donc l'État ici viendrait corriger un certain biais
de perception de la part des contribuables. Alors, l'État est coutumier du fait, hein, c'est ainsi par exemple qu'on va